Bonjour à tous. Je suis donc Xavier Warnier, le fondateur des Sommets du Digital. Bienvenue donc pour ce deuxième webinaire que nous organisons maintenant chaque semaine. Mais avant tout, j'espère que vous vous portez bien et que vos entreprises arrivent à gérer au mieux cette crise. Et justement, pour nous aider, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux experts d'exception que nous apprécions beaucoup dans la communauté des Sommets du Digital, Inès Leonardozzi et Nicolas Hazard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Inès, tu es la fondatrice de Digital for the Planet, la première initiative globale pour l'économie digitale que tu diriges maintenant depuis quelques années avec brio. On te connaît, tu fais régulièrement la une des médias et tu es souvent distinguée comme une des personnalités les plus influentes sur la tech et la pollution numérique notamment. Merci d'être là. Nicolas, quant à toi, tu es le créateur et dirigeant d'Inco, qui est une entreprise sociale dont la mission est notamment de soutenir les entreprises et les startups qui changent le monde, rien que ça. On en a besoin aujourd'hui. Toi aussi, tu es souvent distingué par les médias ou organismes. Et en plus, tu as, je pense, une vision internationale qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors, sans perdre de temps, comme dans l'esprit des sommets du digital, nous allons d'abord vous laisser développer vos visions, puis nous échangerons, et ça c'est important, parce que c'est vraiment l'esprit sommet, grâce aux questions-réponses en live de vous tous. C'est Sylvie qui est en ligne aussi, qui va gérer vos questions que vous vous posez. Alors, soit directement dans le chat Zoom, je crois, ou dans le verbatim de YouTube. Sylvie, je crois que c'est ça. Hein. Comme vous voulez. Okay. On va regarder les deux. Louise m'aide également sur la sélection des questions. Ok, bon, le sujet est super riche, donc j'arrête de parler et puis je vous laisse lancer ce webinaire. Merci à vous. Merci Xavier. Alors voilà, le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler en trois parties. La première, effectivement, nous allons vous demander quelle est votre vision de cette crise. La deuxième partie sera consacrée à plus exactement l'impact sur les entreprises, les objectifs et puis la réorganisation du travail. Et puis la troisième partie sera certainement très intéressante car vous y développerez les pistes de réflexion pour qu'on conserve la solidarité qui est en train de se mettre en place et peut-être effectivement notre vision environnementale et puis surtout comment pouvoir la maintenir après le Covid-19 parce qu'on se rend compte que souvent après les crises, les bonnes résolutions retombent comme des soufflets ou fondent comme neige au soleil. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour cette première partie sur quelle est votre vision de la crise. Moi, j'ai une vision qui va peut-être être particulière. Alors, je préfère le préciser, le but de l'intervention, c'est quand même de rester positif et surtout, c'est de rigueur. Mais il faut quand même ne pas avoir peur des mots et peur de ce qui se passe. Mon analyse, elle est la suivante. Elle est d'abord environnementale, car on sait aujourd'hui, les pandémies naissent d'un manquement écologique, un manquement environnemental. Elles sont dues aux déforestations, à l'artificialisation des habitats, à l'agriculture de masse et d'autres industries. On accapare, en tout cas, on prend possession de certains territoires qui ne nous appartiennent pas, où les micro-organismes ne nous conviennent pas. Et c'est comme ça qu'on entre en contact avec des microbes et qui déclarent des pandémies. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on a une énorme remise en question à avoir à ce titre-là. Ensuite, je regardais le titre de ce webinaire qui parle de solidarité, qui parle de comment est-ce qu'on en sort et quels sont les impacts. Il y a deux choses qu'il faut mettre en rapport. D'abord, c'est que d'un point de vue capitaliste, tout va bien. On aura rarement l'occasion de racheter à aussi bas prix des pas de porte, des fonds de commerce, des entreprises, des savoir-faire, de l'immobilier, mais aussi recruter aussi peu cher. Ça, c'est la première chose, tout se passe très bien. Et pourquoi ? Parce que dans une économie capitaliste, une croissance, elle naît d'une décroissance. C'est Schumpeter qui en parle mieux que moi, avec les destructions créatrices. On en a besoin aujourd'hui. L'endettement est monté dans des proportions dantesques, les taux de rendement plafonnent, ils sont au max. Donc aujourd'hui, on a besoin de purger l'économie pour pouvoir la relancer. Donc jusqu'ici, tout va bien d'un point de vue capitaliste. Il y a une expression de trader qui dit « les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel ». On y est, tout simplement.
Donc, aucun risque pour l'économie de marché. Au contraire, en fait, les crises comme celle-ci sont nécessaires. Par contre, l'enjeu, c'est davantage l'exacerbation des inégalités sociales et financières. Et c'est là où une fois qu'on a placé ce décor-là, voilà, c'est avoir conscience de ce qui est en train de se passer, où sont les opportunités pour ceux qui les souhaitent, mais où sont aussi les points et les clés de danger afin de ne pas parler de n'importe quoi. Moi, je vais m'arrêter là pour poursuivre après et laisser la parole à Nicolas. Merci Inès. Moi, je partage complètement ce point de vue. C'est vrai que c'est important de rappeler que cette crise, elle est avant tout, c'est une crise écologique, c'est une crise environnementale. C'est pas une crise sanitaire. Alors bien évidemment, on voit l'impact aujourd'hui, on voit cette pandémie qui grandit, mais pour autant, elle est issue de l'homme. C'est nous qui l'avons créée directement. C'est nous qui sommes responsables de tout ça parce qu'on fait de l'élevage industriel à outrance et donc on développe des antibiotiques qui aujourd'hui résistent à des pandémies comme celle qu'on est en train de créer, parce que on détruit notre biodiversité et donc ça permet d'avoir un virus qui se transmet plus facilement des animaux sauvages à l'homme via les animaux domestiques, parce que tout ce monde se rapproche de plus en plus et on le voit dans un endroit comme la Malaisie et une île comme Bornéo, où finalement, pour créer de l'huile de palme, on détruit toute la biodiversité et donc les animaux sauvages se rapprochent et sont en contact direct des hommes et on laisse de plus en plus de champs, on déforeste et ça a un impact direct sur l'environnement, sur la pollution, sur la qualité de l'air et en même temps, ça crée aujourd'hui cette proximité et cette pandémie, c'est aussi un appel au secours de la planète et de la Terre tout simplement, qui dit qu'elle n'en peut plus de ce système et qu'on est en train de le mener à bout et qu'on est en train de détruire notre planète, tout simplement. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut retenir et je pense, c'est ce dont on débattra derrière. C'est que si on veut répondre à tout ça, on peut développer toutes les technologies qu'on veut, tout le digital qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on ne répond pas à la racine du problème, qui est avant tout un problème écologique, un problème d'environnement, un problème du rapport de l'homme par rapport à la nature et par rapport à la terre, finalement, tout ça ne sert à rien. Il faut juste attendre la prochaine pandémie et qui va arriver assez rapidement. Pour ce qui concerne l'économie et les entreprises, aujourd'hui, c'est un jeu de massacre qui est en train de se dérouler. Surtout parce que c'est vrai qu'Inès parlait de Schumpeter, de la destruction créatrice et de la manière dont aujourd'hui évolue l'économie. Mais il y a une chose que l'économie déteste et que l'économie de marché déteste, c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, on parle de la crise, mais on ne sait absolument pas quand ça va s'arrêter. On peut supposer, même si on a des chiffres qui sont basés sur les cas chinois et on peut remettre en cause leur fiabilité, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça va durer jusqu'en juin, jusqu'en septembre, jusqu'à l'année prochaine. Ça va durer 18 mois, on ne sait pas. Et ça, l'économie et le système capitaliste et le système dans lequel on est aujourd'hui ne supportent pas cette incertitude. Donc, on ne peut que s'interroger sur la durée. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans un désastre économique. Il y a énormément de boîtes qui sont en train de mettre la clé sous la porte, qui sont dans des grandes difficultés, au-delà de l'aspect humain et personnel, parce que je pense que personnellement, tout le monde est aujourd'hui affecté, a des proches et entouré de personnes qui sont décédées ou qui sont en mauvaise santé. Et donc, il y a vraiment cette période d'angoisse et d'incertitude qui fait que l'économie est très instable et on peut penser qu'elle peut aussi s'écrouler à un moment, même si, bien évidemment, aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites, notamment par les pouvoirs publics, pour essayer que ça n'arrive pas. Je rajouterais, je souscris complètement à ce propos, je rajouterais voilà, quelques chiffres que j'ai trouvés ce matin. Je me suis permise de fouiller un petit peu, notamment du côté de l'Observatoire des entrepreneurs, qui annonçait qu'en 2019, 49 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi. Et 90% de ces 50 000 entrepreneurs étaient des TPE avec moins de 6 salariés. En 2020, le ressenti de cet observatoire, c'est que ces chiffres vont être exacerbés. Donc, il y a effectivement un réel enjeu.
je suis pas persuadée qu'on soit en guerre. En revanche, si on emploie et on garde ce verbatim, on continue dans la métaphore et autant dire que les TPE et quelques PME sont les poilus en fait, hein, en première ligne dans les tranchées. Et donc, c'est là où effectivement, je pense dans une prochaine partie du webinaire, on recommande et on va, pardon, voilà, on va donner voilà, des pistes de comment on s'en protège, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont au-delà des aides gouvernementales et de ce qui s'organise actuellement, comment on réagit. Ma vision aussi de cette crise, c'est si d'ailleurs, il y a une question qu'on m'a posée sur LinkedIn quand j'ai posté cet événement. On m'a dit oui, vous parlez comme si la crise va se terminer, mais qu'est-ce que vous en savez? C'est une très bonne réflexion. Effectivement, on n'en sait rien. Après, il est évident qu'on va trouver les moyens d'endiguer celle-ci. Par contre, là où je suis un peu moins optimiste, c'est qu'il y en aura d'autres et que les crises vont se rapprocher, les crises en tout cas pandémiques ou épidémiques, vont se rapprocher toujours plus près. Et tout ça, déjà, il va falloir le traiter d'un point de vue sanitaire. On disait que ce n'était pas une crise sanitaire, mais une crise écologique. Aujourd'hui, il y a une vraie question sur le rapprochement des ministères de l'écologie, du ministère de l'économie et du ministère de la santé, hein, parce que tout est lié. Finalement, il y a un effet poupée russe, finalement. Les grandes industries sont obligées de s'en prendre à la planète pour ses ressources et pour créer de la valeur. De fait, on détériore l'environnement et l'environnement détérioré crée des pandémies. Donc, tout est lié. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau gouvernemental, c'est-à-dire qu'on demande aux entreprises d'être agiles, de se transformer, de cesser de travailler en silo. On demande à la jeunesse et aux moins jeunes de fonder ce qu'on appelle la Start-up Nation et d'y aller franchement, alors que ce sont parfois les moins protégés d'un point de vue social en France. Mais pour autant, on attend aussi cette transformation de l'État. Aujourd'hui, on a un manque d'agilité aussi sur la compréhension de ces enjeux. En France, on a défini nos expertises sanitaires. On est très bon en expertise curative et pas du tout en anticipation, en prospection. Donc là-dessus, il va falloir être meilleur et pour ça, il faut travailler étroitement avec les environnementalistes, avec les experts du sujet et puis comprendre comment les répercussions d'un point de vue économique peuvent être le plus lissées possible et que tout le monde s'y retrouve. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose, en fait, ce qui est très intéressant dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aussi le rôle et le poids de l'État, finalement, et de la manière dont on structure notre économie. L'économie, ce n'est pas que les entreprises privées. C'est les entreprises privées, mais c'est aussi les entreprises publiques. L'économie, c'est notre maison commune, hein, donc en grec. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on organise cette maison commune et quel est le rapport et quel est le poids entre le public et le privé. Et que aujourd'hui, effectivement, moi, je pense surtout à ceux qui sont au front, ceux qui sont les personnels soignants notamment, qui vraiment se battent au quotidien, qui nous ont alertés très tôt aussi depuis des années, sur la condition de l'hôpital public, du système de santé, de la manière dont il était structuré. Et que finalement, oui, la Startup Nation, c'est bien, mais il n'y a pas que les startups. Et en fait, on a besoin aussi de services publics, et on a besoin de pouvoirs publics, de services publics qui sont forts, et notamment dans le régalien, dans la santé. C'est absolument nécessaire. Et donc, c'est réinventer aussi cette place, une forme de social-démocratie aussi qu'on est en train de voir. Parce que les plans d'aide, qui sont des plans de relance budgétaire si importants qui existent aujourd'hui, où on injecte des milliards ou des millions de milliards, des milliers de milliards dans l'économie, comme c'est le cas aujourd'hui, montrent qu'il faut aussi réinventer l'économie avec un équilibre et redonner une place aussi à l'État et au pouvoir public, et notamment sur des services fondamentaux comme ceux de la santé, qui sont des services dans lesquels il faut investir, comme la recherche, comme le développement de la science. Et donc, du coup, tout ça va ensemble. Et je ne suis pas pour opposer public et privé. Au contraire, je pense qu'il faut créer des passerelles de plus en plus importantes
entre les deux et réfléchir à ce lien qui existe. Et c'est ça qu'il faut repenser. Aujourd'hui, si on n'avait pas le public, eh ben, on serait bien embêté et on serait dans une crise encore plus difficile. Ce qu'on voit aux États-Unis, qui eux vont se prendre encore plus de plein fouet parce qu'ils ont un système de santé qui est quand même ultra privatisé. Ils vont se prendre de plein fouet cette crise encore pire que la nôtre où finalement on a des filets de sécurité parce qu'il reste un peu des services publics. Donc c'est de réfléchir à comment on crée de l'innovation entre le public et le privé, entre les grandes entreprises, le public, les startups, l'économie sociale et solidaire, les entrepreneurs sociaux, enfin tout cet écosystème-là, comment on peut raisonner et répondre de manière systémique à la crise à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il y a aussi les effets, parce que là, on va être aussi en tant que dirigeant d'entreprise, que Nicolas et moi sommes, mais aussi les gens qui nous regardent en grande partie. Il va y avoir l'enjeu de naviguer à vue, de manager son activité, ses collaborateurs, ses équipes, avec un minimum de visibilité. C'est tout le contraire de ce qu'on nous dit de faire finalement. On nous dit qu'il faut avoir un business, un modèle économique hyper béton, qu'il faut avoir une stratégie très claire. Et là-dessus, il va falloir moi, je viendrai avec des recommandations après, mais pour ça, il faut déjà comprendre, avoir une visibilité sur éventuellement quel sera l'après de cette crise. Et à ça, il y a deux approches, il y a la vision macro et la vision micro. D'un point de vue micro, on va effectivement avoir une digitalisation qui va s'accélérer, notamment avec une prochaine génération de technologies très exacerbée dans la recherche. On se rend compte qu'on ne sait pas anticiper bien les crises, on ne sait pas les voir, on ne sait pas analyser et voir les flux de populations qui sont contaminées ou pas. Donc tout ça, c'est en gestation en tout cas, et ça va émerger. Il y a les plateformes sociales autour de l'altruisme, de l'entraide qui vont exploser. Il y a aussi, très certainement en tout cas, le développement accru de l'e-commerce, en particulier ceux de première nécessité, les applications comme Épicerie avec un Y qui cartonne à Paris parce que on se fait livrer des produits frais grâce à eux. Amazon est leader dans l'e-commerce dans tous les domaines sauf l'alimentaire, donc il y a un énorme boulevard là-dessus. Et puis dans tout ce qui est pharmaceutique, donc quid de la législation aussi qui peut-être doit s'adapter, une verdification, une territorialisation des enjeux et des chaînes logistiques. Tout ça, c'est ce qu'on va observer certainement d'un point de vue micro. Et puis, il y a le point de vue macro aussi qui est peut-être un peu moins marrant, mais c'est en sachant aussi que ça peut arriver, qu'on peut mieux les endiguer. Je parle par exemple des partis populistes et autoritaires qui vont forcément être renforcés, au moins au début. C'est pas pour rien aussi qu'on les entend peu en ce moment. On crie quand on a mal et quand on a peur, là on ne les entend pas. Un renouveau de l'hygiénisme aussi, on a bien vu que la crise, l'épidémie s'est vachement propagée en France parce qu'on n'était pas assez rigoureux sur le fait de se laver correctement les mains. On a réappris à se laver longtemps les mains, etc. Donc un renouveau de l'hygiénisme, notamment comme après l'épidémie de choléra en 1832, qui avait justement justifié la destruction de Paris par le baron Haussmann. Tout ça va revenir peut-être d'autres façons. C'est cet hygiénisme qui va permettre de nouvelles expansions, de nouvelles veines économiques. Mais ça va être aussi assorti d'une surveillance plus accrue, certainement citoyenne, notamment via les technologies numériques, des surveillances j'entendais qu'il y a une piste de réflexion dans un magazine, dans un journal économique, je lisais que peut-être on allait recevoir nos kits de dépistage chez nous et qu'on devrait les garder sur nous. Donc, quid de comment tout ça peut s'organiser. Une demande très certainement d'un renforcement des frontières générée par les peurs, un renforcement des banques et des industries financiers, d'un point de vue financier au détriment des structures sociales. Alors pourquoi? Oui, mais si Total fait faillite, qui va payer? Qui va renflouer? C'est ça la question. Donc là, clairement, les liquidités vont aller en masse dans l'énergie, dans les industries lourdes, celles qui tiennent à bout de bras notre pays endetté, il faut en parler. Le renforcement de la police aussi, éventuellement, parce qu'on attend aussi peut-être une gilet-jaunisation des masses, des populations, avec du mécontentement. Tout ça, ce n'est pas pour tirer le tableau vers le bas. Ceux qui me connaissent et viennent à mes conférences savent qu'au contraire, j'essaie toujours de tendre vers
ce qui peut arriver de mieux et quelles sont les opportunités. Mais je pense que les opportunités se trouvent quand on a fait une bonne analyse et qu'on a le courage d'avoir peur et de voir ce qui peut arriver. Les opportunités se trouvent aussi en pointant les risques potentiels. Alors là-dessus, si je peux me permettre, et puis après, euh, en fait, ce que je trouve extraordinaire dans cette période, c'est finalement les élans comme tout le monde, hein, les élans de solidarité, de générosité, les gens qui sont sur leur balcon à 20 heures et qui applaudissent, les gens dont on avait peu de nouvelles et qui finalement vous appellent pour savoir si on a besoin de rien, le fait qu'on se reconnecte, qu'on se remette ensemble, que finalement on a l'impression d'avoir un vécu commun, de vivre quelque chose ensemble, et donc du coup de se battre et de se battre ensemble, etc. Et que finalement il y a ces valeurs qui reviennent, qui réémergent, cette volonté, ces grands discours qu'on entend pour dire que demain tout sera différent et qu'on a appris les erreurs du passé et qu'on changera tout ça et qu'on va construire un nouveau monde plus inclusif, plus solidaire, que voilà, on a appris ce qui s'était passé et maintenant tout va être différent. Moi, j'ai très peur. Ma plus grande peur dans tout ça, finalement, c'est qu'on soit comme dans le guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et que finalement, une fois qu'on aura passé cette crise, une fois qu'on aura versé sa petite larmichette sur tout ça et sur la belle solidarité qui existe et qu'on se sera fait plaisir, et ben finalement, on reparte comme en 40, pour prendre une mauvaise expression, et qu'on reparte de plus belle parce qu'on va se dire, ah ben maintenant, il y a des montants de dettes qui sont gigantesques, puisqu'on a eu plein de relances budgétaires et une relance économique forte. Demain, il y a des millions de personnes qui vont se retrouver au chômage à travers le monde. Il va falloir y aller, et encore plus, et recommencer comme avant, et que finalement, les choses ne changent pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment ma plus grande peur. Parce que c'est ce qui s'est passé quand on voit un peu l'histoire de ces derniers siècles. C'est ce qui s'est passé avec les grandes pestes qu'il y a pu avoir, les grandes maladies qu'il y a pu avoir. On a toujours voulu changer les choses, on s'est toujours dit qu'on allait changer les choses et finalement, bah, rien n'a changé. C'est comme la crise financière, la dernière qu'on a connue, celle de 2008-2009. La main sur le cœur. La main sur le cœur, on nous a promis que la finance serait différente, qu'on ferait les choses différemment. Et finalement, je n'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup changé. Et finalement, j'ai l'impression qu'on continue un peu sur le modèle. Alors certes, il y a des aiguillons, il y a des choses qui se passent. On voit la RSE qui grandit, la RSE qui est de plus en plus sollicitée par les collaborateurs des entreprises, la responsabilité sociale, l'investissement à impact, etc. Des choses qui se développent, mais finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai changement de paradigme et un vrai changement de système. Donc moi, ma crainte, c'est que finalement, on soit dans un espace qui est un espace-temps qui est intéressant parce qu'on réfléchit aux grandes problématiques et au monde de demain, mais que finalement, on reparte alors qu'encore une fois, cette crise est avant tout une crise écologique. Cette crise est avant tout une crise qui est derrière, on le voit, a un impact fort parce qu'il y a des inégalités qui sont extrêmement fortes et qui sont de plus en plus fortes à travers le monde. Et c'est quand on a résolu ces deux pans-là, que ce soit l'aspect environnemental, l'aspect des inégalités, qu'on raisonnera et qu'on réussira à répondre aux crises de demain. Et c'est ce vers quoi il faut s'attaquer et pas laisser le système repartir tel qu'il était jusqu'à présent. Moi, rapidement, pour juste en 30 secondes, pour effectivement rebondir sur ça, je pense aussi que le fait que ça retombe toujours, nos grands élans de solidarité et de volonté de changer retombent comme des soufflets, c'est aussi parce que ce mot crise pose problème. Une crise, finalement, c'est quelque chose d'un peu inopérant, quelque chose qui vient de nulle part et que personne n'a vu venir. Une crise, hein, il y a quelque chose de l'ordre de panique et forcément, ça connote quelque chose ça concerne tout le monde, donc personne. Et finalement, une crise, ce qui est génial dans une crise, c'est qu'elle ne pointe aucun coupable. Une crise, elle est là et elle est structurelle finalement. Et donc, personne finalement, tout le monde se sent concerné, mais personne ne se remet vraiment en question parce que tout le monde a l'impression que ce n'est pas de sa faute directement. C'est le grand truc de la crise et du mot crise. Et en 10 secondes, juste pour compléter Sylvie, et après, promis, on vous laisse reprendre la main. La seule chose qui peut me donner finalement espoir d'une manière très cynique et de manière assez triste, c'est qu'on se rend compte finalement
avec cette crise-là, contrairement aux précédentes, et notamment aux crises financières et ce qu'il y a pu avoir, qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. C'est-à-dire que, et surtout, et tout le monde est touché et tout le monde est finalement plus ou moins égal face à la maladie et face à la pandémie. Et aujourd'hui, quand on voit, et c'est ce qui choque le plus finalement, c'est de voir des personnalités, des gens qui font partie de l'élite économique, politique, qui elles-mêmes sont touchées, qui elles-mêmes peuvent décéder. Et bien là, on se rend compte et finalement, on se dit, est-ce que les élites prennent pas conscience elles-mêmes parce qu'elles vont être touchées dans leur chair, parce qu'elles vont le vivre plus directement? Est-ce que c'est pas un moteur qui va finalement les faire bouger et prendre conscience? Et voilà, c'est mon message d'espoir. Super. Eh bien, écoutez, merci tous les deux de cette première et deuxième partie enchaînée, puisque finalement, vous avez enchaîné les deux, puisqu'elles sont complètement en interaction. Sur la troisième partie, et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui et surtout, quelles sont les pistes de réflexion, vers quoi on peut se tourner pour éviter justement que ça ne retombe comme un soufflet, que cette solidarité, mais aussi cette écologie qui, là, pour le coup, on le voit vraiment, on l'a matérialisé par des images vidéo de satellites, que clairement, l'impact écologique, il était là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et surtout, comment on peut faire pour que ça perdure dans le temps? Comment on peut faire en sorte que ça perdure? Moi j'ai écrit une tribune la semaine dernière dans Les Échos qui s'appelle « Le pangolin n'y est pour rien ». Voilà, le titre était assez éloquent. J'évoque deux pistes prioritaires qui me semblent prioritaires en tout cas. La première, c'est l'éducation. L'éducation, et dès la plus petite enfance, c'est comment on intègre le développement durable en tant que matière, mais également de manière transversale dans toutes les autres matières. Parce que comment vous voulez que les générations d'aujourd'hui comprennent ce qu'il faut faire demain si en fait elles ne savent pas vraiment de quoi on parle, si elles ont entendu parler du développement durable simplement dans des débats à la télé ou parler leurs parents à table parce que c'est le grand sujet à la mode dans les entreprises. Parce que pour l'instant, on n'est que là-dessus. La RSE, l'écologie, ça ne sont que des modes aujourd'hui. Ça n'est en aucun cas des priorités. Ce sont des vœux pieux. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est pour moi d'intégrer donc le développement durable, qui est une doctrine économique, et l'écologie au sens étymologique, c'est-à-dire étude de l'habitat. D'ailleurs, si on connaissait mieux nos habitats, on aurait su qu'il y avait des endroits à pas déforester, pas artificialiser, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc pour moi, la priorité, elle est là. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais c'est peut-être aller continuer en fait tout au long de l'apprentissage élémentaire, collège, lycée. C'est cette infusion constante de valeurs écologiques et environnementales. Et pourquoi pas, je le proposais dans une note pour le gouvernement en début de semaine, instaurer un service écologique. On avait bien le service militaire pendant 1 an, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de citoyens qui sachent manier les armes, on a besoin de citoyens qui sachent préserver l'environnement. Donc, un mois, en fait, pendant les vacances, pendant le temps dans le moment du lycée. Et puis, ça serait, quand on est en ville, de développer des fermes urbaines, des potagers urbains, et puis et de sorte à produire pour les cantines des écoles. Et ça aussi, ça apporterait une idée sur l'envergure d'un rendement économique, parce que combien il faut de tomates pour faire une salade composée pour 167 élèves? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. En fait, je pense que personne ne sait y répondre, sauf des personnes qui s'y frottent. Mais ce serait intéressant que des enfants, que des étudiants puissent répondre à ces questions, parce que ça nous apprendrait déjà la valeur de l'économie, et l'économie dans le sens de ne pas gaspiller. Aujourd'hui, on en parlait ce matin avec mon conjoint, on se disait on n'a jamais aussi peu dépensé en courses. Et je vous assure que quand une demi-boîte de thon reste dans le frigo, elle va être finie. On ne la jette pas, c'est hors de question, parce que tout le monde aujourd'hui est dans une logique d'économie et donc d'écologie. Et ça, c'est génial. C'était ma première piste. Ensuite, pour ne pas prendre trop de temps, mais je pourrais y revenir après parce que c'est des sujets qui me passionnent, c'est les états généraux des fonctions agricoles et immobilières. Aujourd'hui, on a besoin d'aider les agriculteurs et de réformer les métiers de l'habitat.
Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui s'appauvrissent, hein, qui souffrent, et on se rend bien compte que l'agriculture de masse ne fonctionne plus, notamment non seulement les hypermarchés jettent énormément. Deux, c'est inaccessible pour beaucoup de Français, hein, les légumes frais, la viande, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, on a une industrie qui dépérit. On a vraiment un problème si on n'arrive pas à trouver un dénominateur commun pour y répondre, c'est qu'on n'a rien compris. Et pareil pour l'habitat. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de construire en déforestant à tire-larigot. Il faut arriver avec, je pense pour moi, des états généraux qui mettraient autour d'une table l'État, des professions donc agricoles et de l'habitat, mais des citoyens aussi, des gens de la future génération, parce que ce dialogue, il doit se faire de manière consensuelle et aujourd'hui de manière inclusive, ce qui n'a pas été toujours le cas. Donc ça, pour moi, ce sont mes 2 pistes de réflexion, mais je pourrais aussi parler de plein d'autres choses. J'ai une dizaine de plans d'action comme ça, mais je vais laisser la parole à Nicolas. Effectivement, il y a énormément de choses à construire. Moi, je pense que, alors avant de rentrer dans le très concret de ce qu'on peut mettre en place concrètement comme action là tout de suite, en fait, je pense qu'il y a un problème déjà de vision un peu de la société dans laquelle on veut. Si on va au niveau très macro, quelle société on va vouloir après la crise, comment on veut s'organiser, quel système politique. On se rend compte, on a fait le bilan, on voit le bilan de ce pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir le choix entre quoi? Une alternative libérale de on continue comme en 40 et on reprend le modèle et on y va et on va produire encore plus. Et d'ailleurs, il faut plus de jobs pour rattraper plus d'austérité parce qu'on a creusé la dette, etc. Donc ça, moi, c'est un peu la voie mainstream qu'on nous propose. On va avoir l'autre voie qui va être celle de nous dire ah ben voilà, on a appris hein, la mondialisation, voilà, vous avez vu le virus, comment il va, comment il s'est développé, l'Europe n'a rien fait, il ne s'est rien passé, il faut refermer nos frontières, il faut arrêter avec l'Europe, il faut se replier sur soi-même. Et donc on voit un certain nombre de leaders politiques en France, en Europe et dans le monde qui vont vouloir proposer des solutions de repli. Et moi, je crois ni en l'une ni en l'autre. Et je pense que c'est une troisième voie qu'il faut pouvoir créer. Comment se projeter dans le monde de demain, un monde qui soit à la fois inclusif, à la fois durable. Comment on crée de la richesse, mais qui soit de la richesse économique, mais qui en même temps soit une richesse qui bénéficie au plus grand nombre et qui soit la plus inclusive. Et donc, je pense que ça demande de réinventer nos modèles de production, nos modèles de consommation, notre rapport à la société, notre rapport à la consommation, notre rapport à la terre, notre rapport à ce que l'on est, ce qu'on a envie de faire. Moi, je vois tous les Parisiens là, qui se sont échappés, qui ont pris la fuite pour aller dans leur maison de campagne, etc. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, je pense qu'il y a une aspiration aujourd'hui des Français, beaucoup de manière générale, pour dire que c'est plutôt dans les territoires, c'est plutôt dans la ruralité, c'est plutôt dans la campagne qu'on est heureux, qu'on se sent bien, qu'on se reconnecte. Et donc, il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là. C'est repenser le territoire. Aujourd'hui, nous, notre économie, elle est basée sur 5-6 métropoles qui, en gros, détiennent l'ensemble des richesses et font fonctionner le monde. Et après, derrière, il y a des transferts sociaux qui sont faits sur le reste des territoires. Et en l'occurrence, on voit là que la mondialisation, elle a atteint un pic et un seuil d'interdépendance qui est dangereux d'un point de vue sanitaire, dangereux d'un point de vue économique, et qu'il faut pouvoir aussi réinvestir dans les territoires, repartir sur des circuits courts, réinventer la production locale. Je suis ravi d'entendre notre président qui dit qu'on va être autonome d'ici la fin de l'année dans la production de masques. C'est très bien, mais ça va à l'encontre des règles de l'OMC, en fait, parce qu'aujourd'hui, les règles de l'OMC, c'est de dire qu'on va acheter au meilleur prix et donc on va mettre en concurrence le monde entier. Donc voilà, c'est réinventer les règles du commerce international, réinventer la PAC, la politique agricole commune, le rôle. Aujourd'hui, quand on voit que la PAC, c'est entre moins de 10% en gros de la PAC, même c'est plutôt autour de 5-6% de la PAC va vers l'agriculture biologique. Tout le reste va à 95% des aides et des subventions vers une agriculture qui est une agriculture intensive.
qui est aussi en partie responsable, je ne dis pas que nos agriculteurs le sont, mais qui est en partie responsable du modèle dans lequel on est et qui crée aussi des pandémies, etc. Il y a aussi des réorientations à faire de ce niveau, à ce niveau-là. Donc, réinventer l'agriculture de demain, les incitations, la production locale, les règles du commerce international et réinventer une société qui soit plus équitable, plus juste et tout aussi efficiente et efficace et où on puisse pleinement vivre et être plus en ligne avec ses aspirations personnelles. Parce que là, vraiment, tous les gens des villes qui partent dans les campagnes, là, cet exode urbain comme on est en train de le vivre sur cette crise, ça veut dire quand même des choses. Le fait de travailler en télétravail, qu'il y ait de plus en plus de télétravail qui se développe, cette capacité à faire, ça veut dire que demain, potentiellement, on peut vivre dans un territoire, si tant est qu'on ait la 4G ou la 5G et qu'on soit connecté, ce qui est encore un énorme problème, quand même, grosso modo, qu'il va falloir régler. Moi, la première chose que je ferais quand même, ce serait de me connecter tout le monde en 4G et que ça soit fait immédiatement. C'est un vrai investissement d'avenir, en tout cas, si on veut créer un monde demain. Et donc, c'est recréer un nouveau paradigme économique, un nouveau paradigme d'organisation sociétale qui soit plus enclin à créer des résiliences pour nous en période de crise et en même temps qui soit plus aligné avec les aspirations de chacun et du monde dans lequel on a envie de vivre. Et du coup, Nicolas, j'ai une question pour toi qui va dans le prolongement de ce que tu viens de dire. Les solutions locales, l'économie circulaire et les solutions durables auront-elles une place et seront-elles favorisées par les investisseurs, les business angels, etc. C'est tout le sujet. Enfin, moi, c'est ce pourquoi je me bats depuis des années et ce en quoi je crois énormément. Je pense que c'est absolu, c'est l'avenir. Et en fait, cette crise, elle nous montre que il y a des opportunités, en tout cas économiques, qu'on a même au-delà de l'intérêt écologique, parce que c'est mieux pour la planète, au-delà de l'intérêt social, parce que finalement, c'est être plus inclusif, etc. C'est un intérêt économique aujourd'hui. Et gagner une forme d'indépendance aussi économique sur la production et sur la production des biens et services dont on a besoin, c'est absolument clé. Et les circuits courts, c'est l'avenir. L'économie circulaire, vu la tension démographique, parce qu'en plus, on n'en parle pas beaucoup, on est 7 milliards aujourd'hui, mais d'ici 30 ans, on sera 100 milliards. Jamais la planète ne va absorber autant de population et va avoir un défi démographique aussi gigantesque. Les défis sanitaires qu'on connaît, les défis environnementaux qu'on connaît, où déjà il y a déjà plus de 250 millions de réfugiés climatiques, juste ça, et on se rend compte qu'on a besoin de relocaliser l'économie, de travailler sur les circuits courts, de travailler sur l'économie circulaire, qui, je rappelle, est juste du bon sens, c'est de prendre des déchets et d'en faire des ressources. En gros, c'est d'utiliser ce qu'on jette pour en faire des ressources et pour créer une économie justement qui est circulaire. On n'a pas besoin d'extraire des matières premières à tire-larigot et incessamment, parce qu'à un moment, les matières premières, elles sont limitées. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde fini où les ressources sont limitées de facto. Et donc, c'est de travailler sur ces modèles-là. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'investisseur, nous, on a créé des fonds. INCO, on gère plusieurs fonds et on est leader sur ces questions-là, sur ces investissements. On a eu du mal à aller convaincre des investisseurs mainstream d'aller investir là-dedans parce que c'est moins rentable. Ce n'est pas les 15-20% qu'on peut avoir quand on est sur du pétrole, du gaz ou sur des nouvelles technologies comme on les connaît. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, mais du coup, ces solutions-là et ces rentabilités qui existent, elles vont devenir intéressantes. Et effectivement, le côté positif, c'est qu'il va y avoir un appétit de plus en plus grand aussi des consommateurs, parce que la finance, quand on parle de la finance, ce n'est pas 3-4 banques ou 10-15 banques qui détiennent l'argent et ça appartient aux banques. Non, l'argent, il appartient à vous et à moi, il appartient à nous tous. Aujourd'hui, les grands fonds d'investissement, c'est les fonds de pension de retraite des individus. Et donc, si à un moment, on arrête d'être un peu schizophrène et qu'on met de l'argent, moi, l'argent que je cotise pour ma retraite, si je suis un retraité américain, si je me dis, ah bah tiens, il y a quand même un lien, et si je l'investissais dans cette nouvelle génération, dans les énergies renouvelables, dans l'économie circulaire, etc.,
et ben là, on a un vrai impact et on change vraiment le monde. Et c'est ce qu'il faut continuer à expliquer et montrer que c'est des secteurs qui grandissent tellement, qui vont devenir très rentables. Et du coup, ça va être intéressant pour le plus grand nombre d'investir dedans. Merci Nicolas. J'ai une question pour Inès. Loi, pacte et entreprise à mission, qu'en pensez-vous? Quelle mission pour demain? Loi, pacte et entreprise à mission, j'ai toujours pensé que… Déjà, la première chose, c'est que j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas besoin de cadre pour décider de bien faire les choses, en fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que à terme, ces lois, ces cadres juridiques doivent devenir la norme. Ça ne doit pas juste être un exotisme comme ça. Ah, bah tiens, rien ne vous plaît dans le magasin. Bon, bah écoutez, on a une partie qui se trouve être… un truc un peu sympa, qu'elle va en poupe, prenez-le. Moi, c'est un peu ce que je reproche à ces modèles, c'est qu'on les crée un peu pour se déculpabiliser, pour se dire, OK, on a entendu le message, on a un petit peu fait. En fait, il faut être beaucoup plus franc du collier en ce moment et au vu de ce qu'on vit par ailleurs. Pour moi, aujourd'hui, c'est toutes les entreprises qui doivent y aller et en même temps. Et cet éveil, il doit se faire de toutes parts, à la fois au gouvernement, dans les entreprises, quelles qu'elles soient, hein, qu'on soit un grand groupe du CAC 40 en bourse ou bien une TPE avec 6 salariés, que les citoyens. Il faut se rappeler que les salariés des entreprises, ce sont des citoyens avant tout. C'est des gens qui ramènent leur savoir à la maison, à table, auprès de leurs enfants, de leurs parents, de leurs beaux-parents, de leurs conjoints. Donc, j'en viens toujours au même. La loi Pacte, très bien. L'entreprise à mission, génial. Mais je suis persuadée que si j'arrête 10 personnes dans la rue, une fois qu'on aura eu la libération, et que je leur demande ce que c'est, je vous assure qu'il y en a, si j'en ai 2 qui savent ce que c'est, et vraiment, ce serait déjà énorme. Donc moi, en fait, mon point, et ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est d'arrêter de marginaliser ces démarches-là et de les faire déjà à plus grande échelle, mais avant ça, de faire en sorte que tout le monde sache de quoi on parle et surtout pourquoi c'est nécessaire qu'on les fait. Parce que les gens ne font pas ce qu'on leur dit… les gens ne font pas les choses parce qu'on leur dit de le faire. Les gens, je suis désolée, j'ai un bébé à la maison, peut-être que vous l'entendez. Les gens ne font pas les choses parce qu'on leur dit de le faire, ils les font parce qu'ils ont compris pourquoi il fallait le faire et quels étaient leurs intérêts. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra aussi toujours allouer ça avec davantage fiscaux, financiers, des facilités aussi pour faire ces transformations. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des merveilles avec les mains attachées dans le dos. Et juste pour compléter ce que dit Inès, si je peux me permettre, effectivement, c'est le levier, c'est qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas contraignant. Il n'y a aucune contrainte à tout ça, c'est déclaratif. Et qu'effectivement, à un moment, il faut travailler sur des outils qui sont les outils de la fiscalité. Et on voit que c'est possible, que certains le font. Et que demain, aujourd'hui, les entreprises payent toutes un taux qui est le même, un taux d'impôt qui est le même. Aujourd'hui, il est autour de 25% taux d'impôt sur les sociétés. C'est le même. Qu'on soit une entreprise ultra polluante ou une entreprise ultra vertueuse, en fait, on paye le même taux d'impôt sur les sociétés, alors que l'impôt, justement, ça sert à aller compenser tout ce qui est externalité négative. Et donc, moi, je suis en faveur d'un impôt qui soit aussi dégressif selon l'impact social qu'on peut avoir et l'impact environnemental. Et donc, si on est capable de prouver, aujourd'hui, il y a plein de mesures, nous on en développe, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Si on est capable aujourd'hui de mesurer les externalités qui sont créées par l'entreprise, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient environnementales, si on est capable de prouver que finalement, une entreprise, elle est bénéficiaire et qu'elle arrive justement à contribuer de manière positive à l'environnement et au développement humain, et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi elle paierait autant d'impôts qu'une entreprise qui, elle, ne l'est pas. Et je pense que c'est ces nouveaux outils de fiscalité aussi qu'il faut pouvoir développer d'urgence. Je me permets de rebondir. Je souscris une fois encore complètement aux propos de Nicolas, d'autant plus que chez Digital for the Planet, on travaille sur un outil qui permet justement de calculer les efforts environnementaux et carbone faits par les entreprises pour justement travailler avec des enjeux fiscaux. Donc, on est en train de voir avec
le gouvernement, avec l'Europe, avec les grandes entreprises, les petites entreprises. C'est un projet de longue haleine, mais auquel on tient. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Donc oui, j'y crois fortement et je pense qu'aujourd'hui, ça doit passer par ça. J'ai un ami qui est neuroscientifique qui s'appelle Albert Moukweber, qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps, Votre cerveau vous joue des tours. Voilà, je lui ai fait sa petite publicité. Il m'a dit une fois, les vraies entreprises engagées, c'est les entreprises qui acceptent de se mettre un coup dans l'aile, et au moins de manière temporaire. Et ça, c'est vrai, je le pense. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui apporter quelque changement que ce soit si on n'accepte pas de rogner un peu sur son modèle. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question parce que le temps file très vite et qu'on est déjà un petit peu hors délai, mais ce n'est pas très grave, c'est très intéressant. Une fois la crise sanitaire passée, qui, organisme ou individuel, va leader le changement auprès du gouvernement ? Moi, je me permets de répondre. Il y a un proverbe iranien que j'aime beaucoup qui dit « Si l'évolution ne vient pas d'en haut, la révolution viendra par le bas ». Je répondrai juste ça. Effectivement, je pense qu'il y a une double. Il y a une sorte de paradoxe dans lequel on est et qui fait qu'on est un peu pris comme un lapin dans les phares. C'est moins poétique que le proverbe iranien, mais au moins on voit l'image, qui est que d'un côté, on attend tout de l'État, on attend tout du gouvernement, de l'Europe et de tout, et on se dit, voilà, on va avoir le politique salvateur qui va venir, qui va tout de suite imposer sa vision, ce qui est en plus très dangereux parce qu'on s'est rendu compte dans l'histoire qu'attendre tout d'un homme ou d'une femme, ça peut être quand même très compliqué et ça peut mener vers des impasses. Donc ça, c'est la première partie. Donc on attend. Pour autant, le changement vient bien évidemment des acteurs et de nous tous, et on est les premiers acteurs du changement. Et aujourd'hui, moi, je crois en une sorte de guérilla qui viendra par le bas, pas une guérilla des armes, mais une guérilla des solutions, une guérilla des initiatives. Et aujourd'hui, il y a déjà énormément de choses qui existent sur la manière de produire de l'énergie dans une commune de 300, 400 habitants et d'être autonome en énergie, la manière de créer des circuits courts et des départements qui sont quasiment autonomes pour leur consommation de fruits et légumes et de différents produits, la manière de repenser l'habitat, la manière de repenser l'inclusion sociale, de repenser la santé, comment on fait pour attirer des médecins, les faire venir, etc. Il y a des initiatives, il y a beaucoup de choses qui existent. En fait, il y a une palette de solutions qui existent. Et donc, n'attendons pas tout du global, des gouvernements, etc. Parce que c'est des grosses machines et c'est très compliqué à changer. Même s'il faut quand même pousser, il faut y aller, faut se faire entendre et dire qu'on veut un monde qui est différent. Mais pour autant, ce niveau-là, ce niveau macro, il est très suiveur. Et si on arrive à démontrer concrètement en local, par des initiatives, par la démultiplication d'initiatives un peu partout, qu'un autre monde est possible, qu'une nouvelle structuration de l'économie, de la production, de la consommation est possible et que ça marche et qu'on a envie, et si on démultiplie ça, et ben à ce moment-là, on fera basculer le château de cartes et à ce moment-là, on reconstruira et on créera des normes et des régulations internationales qui s'adapteront à ça. Mais le langage, par la preuve, par la démonstration, c'est essentiel. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité à titre individuel pour s'y mettre dès maintenant et de réfléchir au monde que l'on veut, mais au moins déjà autour de son pâté de maison. Parfait. Inès, j'ai une question qui va rebondir sur une intervention de Nicolas qui évoque l'idée d'être tous connectés en 4G, dans les zones rurales notamment. Avez-vous un avis sur la toute-puissance des opérateurs d'un point de vue écologie numérique ? Oui, évidemment, je l'attendais cette question. Oui, j'ai un avis évidemment. Et il est complexe. Pour moi, aujourd'hui, ce que montre cette situation sanitaire, c'est que le numérique est plus que jamais essentiel. Et c'est tout le propos de Digital for the Planet, c'est de ne surtout pas décrier le numérique, mais d'en initier le futur. Je me suis toujours définie comme une entrepreneur pro-numérique. Je crois que c'est un outil merveilleux. Et aujourd'hui, on le prouve plus que jamais. On arrive à garder du lien social, on arrive à aider les autres, à survivre en restant chez soi et en aidant le personnel soignant en ne sortant pas.
c'est magnifique ce qu'on arrive à faire avec ces outils. On est dans une période, je pense, de ce que moi j'appelle la maturation numérique. On est en train d'arriver sur des modèles plus matures avec un usage de ces technologies beaucoup plus tourné vers les priorités qui se présentent. La santé, le travail, on se rend compte en fait, le télétravail, c'est oui, non, pour, contre, on n'arrête pas depuis une bonne demi-dizaine d'années. On doit aujourd'hui se rendre compte que ça marche en fait, le télétravail, ça marche très bien. Tout à l'heure, on parlait d'exode urbain à très juste titre. Moi, j'ai une tonne de gens que je connais qui ont fui Paris. Nous, on est resté évidemment. Et je comprends aussi ces exodes. Mais ce que ça montre aussi, c'est que oui, on a tout concentré sur une grande ville comme Paris, même si on a quelques métropoles intéressantes. Paris reste quand même central, en tout cas le centre névralgique. Et là-dessus, l'Italie est plutôt intéressante. On a Milan, la ville de la mode, et du cuir. On a Rome, qui est une ville beaucoup plus culturelle. On a Turin, qui est la ville davantage de l'automobile. On arrive à Naples, de la gastronomie. On arrive à avoir des pôles d'excellence dans un pays comme l'Italie. Aujourd'hui, on n'a pas ça en France. On n'a pas d'identité régionale forte avec des expertises et des métiers qu'on met en lumière. Et c'est ce qui nous manque pour justement sortir de cette hyper démographie où on a en fait le numérique devait désengorger les villes. En fait, aujourd'hui, 70% de l'humanité vit dans les villes. Donc quand on me dit, là, il y a encore quelques jours, oui, mais tu sais bien, il y a tellement de gens dehors qu'effectivement, les virus se propagent super vite. Et en fait, on est beaucoup trop nombreux dans la planète. Oui, mais non, en fait, on est trop nombreux, c'est vrai. Mais en fait, il y a plus de la moitié de la planète qui n'est pas peuplée. Donc aujourd'hui, le numérique peut-être doit aller par là. On me demandait aussi récemment, est-ce qu'en me connectant en permanence, en me connectant en permanence, je vais démultiplier mon impact carbone numérique. Alors, il y a des chercheurs en France qui se sont penchés sur la question ces dernières semaines. Et en fait, pas forcément parce que c'est complètement décarboné aussi du fait qu'on utilise moins les voitures, qu'on se déplace beaucoup moins, de manière en tout cas pas écologique. Donc, tout ça doit à la fois exacerber les bons comportements. Après, la toute-puissance des opérateurs, moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. D'un point de vue déjà de données, on a une énorme vanne de richesse à créer auprès des collectes de données. Donc ça, c'est un autre vaste sujet, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le traiter. Mais aujourd'hui, la donnée est centrale aussi pour recréer du pouvoir d'achat, pour recréer de la souveraineté numérique, et surtout auprès des foyers les plus vulnérables, les plus isolés. Parce que c'est aussi ceux qui passent le plus de temps sur Internet, parce qu'ils sont souvent sans emploi, parce que ce sont des gens qui doivent passer par Internet pour garder du lien social. Donc, c'est des gens qui vont passer des heures et des heures et des heures. On a une moyenne de 16 heures françaises sur des populations sans emploi passées sur Internet, c'est énorme. Donc, et ces gens-là laissent à vue des montagnes de données, et ça, c'est un sujet. Parce que cette donnée enrichit les grands opérateurs, les mastodontes du net, et là-dessus, on a un levier aussi pour recréer de l'économie. Donc aujourd'hui, le constat, il est assez drôle parce qu'on met beaucoup de choses en perspective, et notamment le fait qu'on va devoir retrouver les moyens de financer beaucoup de choses. Il faut récupérer de la richesse, il faut récupérer du pouvoir d'achat pour les citoyens. Et le numérique, en se déployant d'abord de manière mature et utile, peut aussi se montrer comme une veine financière pour les citoyens si on sait mieux l'utiliser. Donc encore une fois, si le numérique doit se transformer, tous ces opérateurs, tous ces acteurs du numérique doivent se mettre autour d'une table avec des citoyens. Encore une fois, il y a des états généraux à faire. On est encore à un point très immature du numérique. Et cette crise nous montre que c'est maintenant qu'il faut opérer le changement. Bon, je pense que c'était le mot de la fin, à moins que Nicolas, tu souhaites ajouter quelque chose. Alors, juste te dire que, comme pour tout, comme la finance, comme l'entreprise, comme l'entrepreneuriat, le numérique, il ne faut pas oublier, c'est pas une finalité, c'est un moyen, c'est un outil, comme dit Inès, et qu'il doit rester à sa juste place. Et c'est un outil au service de quoi? Quel monde on a envie de créer avec cet outil-là? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? C'est ça la question. Est-ce qu'on a envie de créer un monde
du chacun pour soi ou un monde durable, inclusif. Et à partir de ça, on utilisera les outils qu'on a. La finance en est un. La finance, c'est un superbe outil aussi. La finance, le numérique, pour les mettre au service de la société et du monde qu'on a envie de créer. Bien, merci, merci Nicolas, merci Inès. On a encore énormément de questions, mais on ne pourra pas les traiter aujourd'hui. On va les collecter, on vous les enverra et puis on verra si on peut faire une réponse dans un bel article. On vous sollicitera pour ça, comme on le fait toujours sur les sommets du digital et vous êtes toujours présents. Vous nous donnez toujours beaucoup de satisfaction à intervenir. Merci beaucoup. Je laisse peut-être Xavier donner le dernier mot, le mot de la fin. Je voulais surtout vous dire merci parce que c'était passionnant. C'est bien de vous voir aussi motivé pour partager vos visions et tout. Et je pense qu'on a tous apprécié. C'est très frustrant d'arrêter maintenant, mais on avait prévu effectivement un programme. Donc merci. On va le mettre en replay et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel webinaire. Merci beaucoup. À très vite. Et portez-vous bien.